C'est comme s'il n'y avait pas de solution. En fait, on se dit, mais comment on sort de ce truc du bien et du mal? Moi, je voudrais être dans le bien. Notre société, elle-même, est en train d'affronter ses propres gardiens du seuil collectifs. Et là, ça pose un problème. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Alors moi, j'ai une tendance quand même à préférer le bien. Je sais pas vous. Et le mal, ça me fait plutôt peur. J'ai pas envie de regarder. Ce serait plutôt, je tourne les yeux. Mais j'ai beaucoup souffert dans mon corps. Ce qui m'a permis quand même, et ce qui nous a permis de découvrir tout ce qu'il y a sur notre stand, toutes les techniques de soins, comment aider les personnes dans les lignées familiales, comme l'évoquait Raphaëla. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ne pas avoir mal, c'était dormir. On attend que ça se passe. Avoir mal, on se pose des questions. Et donc, le fait d'avoir mal et de se poser des questions permet d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce mal. Et on a besoin de savoir, on a besoin de mettre du sens dessus, sinon on est victime. Et donc, avec Gilles, on va essayer de vous amener vers cette conscience de qu'est-ce que c'est que ce mal, d'où il vient, comment il se crée pour pouvoir vivre autre chose. À moi. À toi. Alors, ce qui était intéressant dans l'exemple de Raphaëla, elle nous avait pas prémédité le truc, hein, je vous le dis, hein, quand même. C'est que ce qu'on croit être le bien peut se retourner contre nous et se révéler être un mal. Et ça, on le sait, on appelle ça l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, Raphaëla, elle dit, moi, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, c'est bien. C'est des bonnes intentions. Oui, mais à un moment, elle s'oublie. Elle s'oublie, donc elle oublie aussi sa mission d'âme. Elle ne se réalise pas. Nous, on appelle ça un sacrifice. Je me suis oubliée, j'ai tout donné pour les autres. Sauf que l'âme, elle est en peine. Et puis après, elle se rend compte que sa maladie, qu'on appelle cancer, le mal, donc le cancer, ça l'oblige à se retourner, à faire un retournement. Et un jour, elle dit, c'est béni, parce que grâce à cette maladie, j'ai fait un retournement. Donc le mal s'est transformé en bien. Hier, il y avait un concert avec Barueco, il a une chanson, c'est un mal pour un bien. Vous l'avez chanté, ceux qui étaient là, tous debout, en claquant dans les mains. Oui, c'est un mal pour un bien. On peut le dire après. Pendant, c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, les deux proverbes, l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est un mal pour un bien, viennent nous dire le mal et le bien, ça va pas être facile. Alors, on va vous emmener dans la symbolique. Rapidement pour caler certaines choses, pour que les choses soient évidentes pour vous. Après, on vous emmène dans des trucs un petit peu plus collectifs, un peu moins marrantes en ce moment. Et puis après, on vous emmène vers la joie, j'espère. Et puis surtout, un exemple. Hein, on va essayer de faire un exemple de quelqu'un qui est très mal. Là, parmi vous, il doit y en avoir. Pour qu'il aille bien. Alors, moi je t'interromps. Juste quand Gilles dit on va vous emmener dans un endroit moins drôle, si on considère que la vie c'est un film, on pourrait tout de suite dire je vais écouter tout ce qui se dit, que ce soit en bien ou en mal, comme quelque chose qui nous arrive collectivement pour nous enseigner. Et donc on sort de l'émotion, du jugement de valeur, de tous ces phénomènes qui nous perturbent, pour être de plus en plus conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, on commence par la symbolique du bien et du mal, l'énergétique chinoise. Pour certains qui font un peu d'énergétique chinoise, c'est le poumon. Alors, nous, en Occident, le poumon, on le représente comme une balance qui sert justement à peser les choses, le bien, le mal pour les Chinois. Le poumon, c'est la partie la plus terrestre de l'âme, celle qui permet de discerner le bien du mal. Et nous, on le représente comme une balance, on est d'accord. Et donc, le poumon va être l'organe dans le thorax qui fait ça, et puis il y en a un autre, c'est le cœur, qui lui a le discernement, l'intuition. Mon petit doigt m'a dit, et tout ça c'est dans la zone du thorax. Et alors juste pour vous faire un petit schéma quand même, il y a 4 ans que le poumon et le cœur sont quand même très très sur la sellette, avec des maladies qui se sont développées, qui ont même créé ce qu'on a appelé une crise sanitaire, qui touchait justement cette zone-là. Et encore maintenant, il y a plein de gens qui ont des problématiques poumons et des problématiques cœur.
crise cardiaque, etc. Une précision quand même, on en parlait tout à l'heure lors d'un atelier, et on a eu ce cas-là. En fait, notre âme, dans le corps, c'est ce qui anime, anima, animus, et c'est ce qui anime les mouvements de notre corps. Et on a 2 mouvements importants dans le thorax, c'est la respiration, inspire, expire, et les mouvements cardiaques. Quand l'âme sort du corps, c'est-à-dire la mort, il n'y a plus de mouvement. Et donc, en ce moment, on a quand même, comme dit Gilles depuis quelques années, une problématique existentielle par rapport à ces mouvements qui ne se font plus bien et qui sont même en peine et qui amènent les gens même jusqu'à la mort, comme si l'âme ne pouvait plus s'exprimer. Alors, si on regarde cette problématique poumon, respiratoire, la vie, la mort, la culpabilité qui est dessus, hein. Moi j'ai déjà écrit un livre sur la culpabilité, sur ce thème, c'est hyper important d'aller voir tout ça. Quand une maladie te tombe dessus, hein, Raphaëlla, bah, tu te sens coupable, et la famille te le renvoie, et le corps médical te le renvoie, les thérapeutes, et pas que le corps médical classique, hein, tout le monde. Et c'est incompréhensible, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc, mais si c'est le siège du bien et du mal, ça sert à quelque chose. Et on va voir que petit à petit, ça va nous emmener à aller voir à l'intérieur et à discerner de soi-même qu'est-ce qui est bien ou mal pour moi. Et pas qu'est-ce qui est bien et mal d'un point de vue de la société, d'un point de vue des croyances actuelles, d'un point de vue du socio-culturel, quoi. Ça va, vous comprenez le cheminement? Et pour les Chinois, pour l'énergétique chinoise, ça va être le poumon. Et alors, quand on remonte à l'origine de la vie, puisque le poumon, c'est j'inspire, j'expire, quand on remonte à l'origine de la vie, on va remonter dans le temps et on va se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité, effectivement, la notion de bien et de mal a toujours été le truc qui rend les gens un peu focalisés là-dessus, quoi. C'est quoi le bien, le mal? Et les premières choses qu'on va voir, alors on le voit dans les films Hollywood, hein. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Même pas récemment, Le Seigneur des Anneaux, vous savez, c'est toujours le bien et le mal, Harry Potter, toujours la lutte dans tous ces films extérieurs, et donc qui viennent de la tête de quelqu'un qui l'a imaginé, créé, écrit. Il y a toujours cette lutte en nous, à l'intérieur de nous, entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Et d'où ça vient, ça? Pourquoi on subit ça? Et pourquoi on prend parti pour l'un ou pour l'autre en permanence? Parce qu'il y a beaucoup de mythologies, du coup, qui vont ramener l'origine du monde à une lutte entre la lumière et les ténèbres. Donc vous avez les manichéens, Mani, qui va parler des forces de lumière, des forces de ténèbres, et qui va opposer au début de sa vie ces 2 forces, mais où il n'y a pas que lui, et dans les mêmes périodes, il y a les Esséniens qui parlent des forces de lumière, les fils de lumière, je crois, ils parlent des fils de lumière, qui sont du côté de la lumière. Et c'est toujours le bien, c'est la lumière. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a une interro à la fin. Si je vous dis le bien, le mal, est-ce que c'est le noir ou le blanc? Vous me dites tous c'est le blanc, hein, parce que sinon c'est faux. Donc le seul problème dans ce que vient dire Gilles, c'est que énergétiquement, le blanc, c'est ce qu'il y a en haut, planer en haut, s'habiller en blanc, c'est le yang, et le noir, c'est le yin, la terre, les femmes. On a associé, malheureusement, et vraiment, c'est toujours présent quand même, le noir, le mal, les femmes, le mal, l'attraction. Tu peux nous en parler de ça quand même, toi Gilles, qui subit l'attraction? Oui, de ma femme. Elle est attractive, c'est fou. Alors, la première erreur, pour que ça soit pédagogique, moi je suis ancien prof, donc le premier, le deuxième, le troisième, ça va, vous arrivez à retenir 3 idées. La première idée, c'est que l'origine du monde, présentée comme une dualité entre lumière et ténèbres, déjà c'est une erreur. Les Chinois disent le yin, le yang, et il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Donc c'est pas une dualité. C'est une complémentarité. C'est-à-dire que pour eux, ouais, c'est une complémentarité déjà, et à minuit, le soleil se lève. Alors que vous dites à minuit, c'est les ténèbres. Bon. À midi, vous dites super, c'est midi, et eux ils disent le soleil se couche. Vous dites l'été, c'est au mois d'août. Eux ils disent non, l'été c'est au 21 juin. Après, ça commence à décroître. Hein. Vous voyez notre décalage? Et surtout, cet enchaînement des cycles, nous on voit les choses de manière très binaire, on va dire, puisqu'on est plutôt cerveau rationnel.
Mais l'Orient voit les choses de manière cyclique. L'Inde va décrire des cycles, croissance, maintien, décroissance. La Chine va décrire cycle yin-yang, jour, nuit, les saisons, etc. Donc des cycles éternels qui font toujours la même chose. Et quand on a une vision cyclique, évidemment, le bien et le mal, ça va être difficile de discerner ce que c'est. Si vous dites c'est la nuit, bon bah oui, mais à minuit, le soleil se lève. Bon, ça va pas. Donc la première erreur, c'est de croire qu'il y a une dualité ombre-lumière. Ça va ? La deuxième erreur, c'est ce que vient de dire Rose, c'est ce qu'ont commis notamment les judéo-chrétiens, c'est qu'ils ont confondu les forces de tentation avec les forces d'attraction. C'est là où on va venir dans des choses moins marrantes, parce que les forces de la tentation, apparemment, elles existent. Vous n'avez pas rencontré ? Allez au bureau de tabac à côté, vous allez voir, il y en a des forces de la tentation. Le vilain tentateur qui nous oblige à en reprendre parce que c'est bon, à reboire un petit verre parce que quand même, je sais pas pourquoi. Vous voyez les tentations et toutes nos tentations. Et les tentations, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien ni à notre corps ni à notre âme, mais qui est présent et qui nous empêche d'être libres de ça en fait. Alors les forces de la tentation, après je vais vous parler des forces de la tentation vues par les Chinois, c'est intéressant, mais les forces de la tentation en Occident, on va dire c'est comment ils appellent les démons, c'est les ouvriers de Satan, hein, du diable, tout ça. Bon, bref, c'est les forces qui sont là pour nous mettre à l'épreuve, on va en reparler, et elles sont représentées comme des ténèbres. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre couleur noire qui est la couleur du yin, du féminin. C'est-à-dire le masculin, c'est le soleil, et puis quand vous rentrez dans le corps, ben, c'est le noir, quoi. Vous descendez dans le noir. Le noir du yin, les vierges noires, vous avez déjà entendu parler dans les cryptes romanes des vierges noires. La couleur du yin est dans toutes les traditions. Il y a une déité noire qui est la déité de la terre, féminine, qui est la couleur du yin. Et le yin est attractif. Le yin est attractif. On subit tous l'attraction terrestre. C'est plus fort que nous, ça nous laisse plomber en bas. Pourtant, on rêve de voler. Hein. Et normalement, on ne devrait pas pouvoir résister à l'attraction d'une femme, quelle qu'elle soit, de la même manière qu'une abeille ne saurait résister à l'attraction d'une fleur. C'est pas possible, quoi. La fleur, elle émet un parfum, l'abeille, c'est plus fort qu'elle. Une femme est belle, ben, pour un homme, c'est plus fort que lui. C'est-à-dire, le yin est plus fort que le yang. Vous savez ça, que le yin est plus fort que le yang? Bon. Mesdames, vous le savez. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure dans un atelier, un proverbe zen, vous mettez 50 moines en méditation, vous faites entrer une femme, il n'y a plus de méditation. Et c'est une réalité biologique. Alors que les forces de la tentation, elles sont d'ordre psychique. Un paquet de cigarettes, c'est pas une force d'attraction. Une bouteille de bière ou une bouteille d'alcool, c'est pas une force d'attraction, c'est pas du yin. Une fraise pourrait être une force d'attraction, mais pas une bouteille de bière. Une bouteille de bière, c'est une force de tentation. Donc la deuxième erreur, mais j'insiste là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui font pas la différence, et notamment dans les religions, il faut faire la différence entre force de la tentation et force d'attraction. J'ai compris ce truc-là, je vais vous dire, c'est bête comme tout. Moi, des fois, je prenais les infos. Et un jour, il y a l'État islamique qui a envahi, je sais pas quoi, en Irak. Ils font un truc, ils arrivent ou en Syrie, enfin, ils arrivent dans une ville. Et il y a un journaliste qui interroge comment ça se passe là-bas. Il y a les djihadistes qui arrivent. Ah ben, le gars, il dit, ben, ils ont interdit les cigarettes, l'alcool et les femmes non voilées. Ah, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Pour eux, une femme, c'est comme un paquet de cigarettes ou une bière. Et ils font pas la différence entre une femme et des cigarettes ou de la bière. Pour eux, c'est des forces de la tentation. Et là, ça m'a fait ting, prise de conscience. J'ai dit oulala. Et là, j'ai regardé les trois religions monothéistes préconisent de limiter l'attraction de la femme. Bon, peut-être, c'est vrai, il y en a une qui a fait la guerre de Troie, tout ça. Mais nous, les hommes, on est quand même capables de faire la guerre sans femmes. Regardez en Ukraine, Russie, il n'y a pas de femmes. Regardez entre Palestine, Israël, il n'y a pas de femmes. On a passé le temps où on faisait la guerre pour piquer les femmes des autres. Hein.
C'est l'histoire, ça, hein, mais on l'a vécu, mais c'est passé ce temps-là. Donc, comparer la femme à une force de tentation, c'est un abus de langage qu'il faut absolument dénoncer dans votre tête. La femme n'est pas une force de tentation. La femme, le féminin, la matière, c'est une force d'attraction, et heureusement qu'elle existe, sinon la vie s'arrêterait. Voilà, c'est tout ça. Ça, c'est la deuxième erreur. Donc, il n'y a pas de blanc, pas de noir, et la femme, super, continue à être attractive, j'adore. Mais nous, les hommes, on a du yin, on a une attraction aussi, hein. Oui ou non? Bah ouais, moi aussi, je suis attractif. Allez. Alors, la troisième erreur, c'est que... ça va, la pédagogie, ça suit, là? La troisième erreur, c'est que on confond beaucoup les choses entre l'extérieur et l'intérieur. Et il y a des choses en Occident qu'on n'a pas vues sur les forces de la tentation. Et notamment, le truc qu'on n'a pas vu, qu'on décrit dans le dernier livre, les 3 épreuves qui attendent l'humanité, il y en a 3 forces de la tentation. En fait, nous, on a décrit les forces de la tentation en disant, il y en a une, c'est Satan. Mais il est dehors. Alors les Américains disent, c'est pas nous on est blancs, l'Amérique c'est un peu le monde occidental, ils disent c'est pas nous, c'est... Ils sont le bien et donc le mal est dehors. Ben voilà. Et le problème, et c'est là où vous allez comprendre où on veut en venir, c'est que si moi je dis je suis le bien, pour justifier que je suis le bien, j'ai besoin de trouver le mal. Et de le créer peut-être. Et peut-être même de le créer. Et on voit que les guerres, par exemple, et les attitudes des gens qui créent le bien, qui se disent dans le camp du bien. Alors, nous, on a des camouflages, hein. C'est pas le camp du bien, c'est le camp de la démocratie. Mais en fait, Gilles, c'est légitime. Ouais, c'est légitime. Et puis d'ailleurs, moi, je suis bienveillant. Parce qu'il y a des malveillants. Ça va, si je dis je suis bienveillant, je crée forcément chez l'autre une culpabilité en disant est-ce que je serais malveillant, moi, parce que l'autre, il est bienveillant, il dit... Ça veut dire qu'à moi, il me parle en me disant, moi, je suis bienveillant, donc peut-être qu'il suppose que moi, je suis malveillant. Si l'autre, il me dit, moi, je suis le bien, je vais vous laisser tout seul. Parce qu'en fait, regardez bien, quand on revendique une existentielle, un truc existentiel sur le bien ou la lumière, de facto, on a besoin, impérativement, d'avoir la preuve qu'il y a le mal. C'est-à-dire, si moi, je dis, je suis blanc, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un habillé en noir. Ça va? Si je suis le bien, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui est le mal. Si je suis gentil, j'ai besoin de rencontrer un méchant. Et ça fait tous les films d'Hollywood. Voilà. La recette est très simple. Vous dites qu'il y a un mal, et donc il y a quelqu'un qui va être dans le bien, puis ça va être top, puis à la fin, le bien, il va gagner. Et on s'identifie au bien, et on est heureux, en paix. Et on est gentil. Ouais. Ce qui nous embête, c'est que des fois, c'est pas toujours le bien qui gagne. Le bien désigné, hein. C'est pas toujours le bien qui gagne. En ce moment, on a des petits doutes sur le bien, d'ailleurs. Et ce qu'il faut voir, c'est que on dirait bien que c'est nous qui créons ça. Ça va? On dirait bien que c'est nous qui créons ça. Si moi, j'ai besoin d'être gentil, bah, peut-être que j'ai besoin de rencontrer des situations où il y a des méchants. Comme ça justifie que je suis gentil, mais il y a un truc qui va être gênant, et Rose, elle l'a dit, c'est que souvent, les victimes, les gentils sont des victimes des méchants. Donc je vous invite à réfléchir, est-ce que vous voulez être gentil et être victime de méchants? Là, vous commencez à dire, c'est obligé d'avoir les deux? On dirait bien. C'est-à-dire qu'on dirait bien que de vouloir être gentil ou d'être dans le bien, ça crée le mal, sauf qu'on risque d'en être victime. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mettez-vous, c'est dur hein, ce que je vais vous dire, mais mettez-vous à la place d'un Ukrainien, par exemple, qui fait partie du camp de la démocratie et qui défend l'OTAN, d'ailleurs, il défend le monde démocratique. Il le paye cher en ce moment de défendre le monde démocratique, non? Il le paye très cher. Mais ce sont des victimes, donc ce sont des innocents. Vous voyez l'équation? Ils meurent, mais ils sont innocents. Et donc cette revendication du bien, c'est compliqué, hein, mais la revendication d'être dans le bien crée le mal. Mais le mal est souvent très puissant. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, le mal est très puissant. Dans le film, il perd, hein. Mais dans la réalité, dans la vie réelle, il y a beaucoup de gens qui y laissent des plumes et qui vont être les victimes du mal.
et qui a été désigné parce qu'il y a des gens qui se sont désignés comme étant le bien. Et ça se mord la queue, et ça tourne en rond, et on répète toujours ça. Moi, je trouve le problème avec ce que dit Gilles, c'est que c'est comme s'il n'y avait pas de solution. En fait, on se dit, mais comment on sort de ce truc du bien et du mal? Moi, je voudrais être dans le bien, mais en fait, je me suis trop occupée de mes enfants, et eux, ils me disent, arrête, comme si j'étais dans le mal, comme si j'avais mal fait. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, hein, vous le connaissez. Donc c'est une question de point de vue, être dans le bien ou dans le mal, qu'on soit ukrainien, qu'on soit parent, on a toujours cette problématique de est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, la culpabilité est là derrière, et comment être juste dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit. Là, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge. Donc déjà, déjouer la partie en nous qui veut être innocente et qui croit que l'innocence, c'est d'être blanc, d'être gentil, d'être dans le bien. Voilà. Déjà, celle-là, il faut la dénouer, la déjouer, parce que c'est elle qui fait du dégât en ce moment. En fait, moi, toute ma vie, avant de changer, hein, c'est comme ça, j'étais très yang, on dit, mais j'étais surtout une femme beaucoup dans le mental. Je forçais mon corps pour faire comme les hommes, pour être forte comme les hommes, motoculteur, maçon, etc. Oui, j'en ai bien bavé dans mon corps jusqu'à ce que je m'épuise et que je me rende compte, en fait, que je forçais mon corps pour être dans le bien que j'imaginais, dans une femme forte, et que là, je m'attirais le mal dans mon corps. Vous voyez ? En changeant ma polarité, et à l'évidence, je me faisais du mal, je nuisais à qui j'étais sans me réaliser. Donc je voulais faire du bien, être bien, me sacrifier, nourrir les autres, sauver les autres, et en fin de compte, je m'attirais du mal. Ouais. Alors une fois, on avait, pour imager ça, c'est dommage, on aurait dû faire une vidéo, une projection. Il y a une fleur chez nous qui s'appelle une belle de nuit, qui est une fleur qui est énorme, grande comme ça, toute blanche, magnifique. Elle fleurit que la nuit, donc dans le noir. Elle fleurit de 11h du soir à 3h du matin. À 3h du matin, elle est fanée. Donc si vous ne passez pas la nuit, vous la voyez pas. C'est une plante sacrée qui vient du Cambodge, Vietnam, qui est vénérée là-bas. Et là-bas, quand elle fleurit, quand dans la forêt, elle fleurissent, donc il doit y en avoir énormément, ça sent très très bon. Ah oui. Et ils ne dorment pas de la nuit, ils boivent toute la nuit en fait. Bon, ils font la fête. Voilà comment ils honorent le sacré. Alors ce qui est intéressant, c'est que Rose, qui adore les fleurs, elle a fait des photos. Et il y a une photo extraordinaire où la fleur, elle est d'un blanc immaculé. Alors, dommage, sur la photo, on n'a pas le parfum, parce que quand elle fleurit dans notre appartement, ça envahit tout. Elle est incroyable. Et la photo, elle est extraordinaire, parce qu'elle est blanc, mais comme il fait nuit, tout le fond est noir. Et pourquoi la photo est belle? Parce que c'est du blanc sur noir. C'est-à-dire que vous voyez en fait là la force de la tentation que les Chinois appellent la demoiselle blanche, celle qui est dans le thorax et qui nous fait croire qu'elle détient, elle se fait passer pour notre âme en fait. Elle nous dit si tu veux être innocent, il faut faire ça. Et il faut faire ça. Et en fait, elle nous éloigne. Par exemple, il faut se sacrifier pour les autres. Il faut, voilà. Bon, on a eu plein d'exemples dans les années. Il faut que je fasse. Il faut. En ce moment, il faut rouler en voiture électrique parce que les voitures gasoil, non, c'est pas bien. Elles vous disent qu'il faut faire le bien, mais il y a des gens qui en profitent au niveau marketing, hein, évidemment. Les marchands de voitures, ils en profitent. Vous devez, et il faut sauver la planète. Imaginez tout de suite. Et imaginez ce il faut on doit qui vous éloigne de tout simplement de votre mission personnelle. Hein. Imaginez cette fleur blanche sur un fond noir. Et vous voyez exactement ce que c'est que la demoiselle blanche. Si vous voulez exister dans le blanc, vous avez besoin d'avoir un fond noir. C'est-à-dire que vous avez besoin de noircir le monde autour de vous pour paraître plus blanc. Et ça, la demoiselle blanche, elle va se... Alors, c'est pas du tout connu en Occident. Hein. Ça s'appelle la tentation de faire le bien. Les Chinois, ils disent il y a la tentation de faire le mal, c'est pas bien. Mais ils disent la tentation de faire le bien, c'est pas bien. Les proverbes chinois, hein, c'est... Parfois, on s'en rend pas compte. Hein. Mais non, on s'en rend pas compte. Parce qu'avant, je me rendais pas compte du tout que je vivais dans ce monde-là. En fait, j'accusais les autres, c'était les autres qui n'allaient pas et moi, j'allais bien, en fait.
J'ai divorcé une fois, c'était l'autre. Hein. La deuxième fois, c'était encore l'autre. Mais là, je commençais à me poser des questions. Je me dis, oui, ça, c'est louche. Je sens qu'il y a une autre force de la tentation qui arrive. Alors lui, vous savez ce qu'il dit? C'est le vieux bleu de la tête. Et lui, il dit, ils sont cons. Ils comprennent rien. Donc il y en a une, elle dit, moi, je suis blanche. Et l'autre, il dit, les autres, mais ils sont cons. Moi, je suis intelligent, mais les autres, qu'est-ce qu'ils sont cons? En fait, ils jugent beaucoup. Ce qu'on a dans notre tête ne peut pas s'empêcher de juger bien mal, tout le temps. Alors on pourrait dire que c'est basique et instinctif, c'est relié à l'instinct de survie. C'est évident, hein, on a appris instinctivement à regarder qui entre dans la pièce ou qui vient nous aborder pour survivre. Mais on en fait tout un plat maintenant et c'est pour tout ce qui se passe, c'est passé au filtre bien mal du jugement de valeur. Ça a de la valeur ou pas de valeur. Et du jugement du cerveau intellectuel. Et alors, dans les 3 cadavres, je vous fais le dernier vite fait, puis après on revient au vieux bleu. Le cadavre sanglant, on espère qu'il va pas venir, parce que lui, c'est la guerre. Mais il essaye de venir en ce moment. Hein. Il essaye de monter les gens les uns contre les autres pour qu'on se tape dessus. Et donc, le cadavre sanglant, on le laisse tomber. On l'a connu pendant des milliers d'années. On sait ce que ça fait des guerres. Puis après, on est obligé de s'arrêter. Est-ce qu'on peut venir voir chez nous? Attends, je voudrais qu'on parle du vieux bleu d'abord. Le vieux bleu, celui qui nous fait croire qu'on est intelligent et que les autres sont des cons, il est à l'œuvre, on l'a beaucoup vu pendant l'épisode sanitaire, où les gens se traitent de charlatans. Et où les gens, parce qu'ils ont un diplôme, ils ont raison, puisqu'ils ont un diplôme. Et ce sont des experts, on les appelle maintenant en riant des experts de plateau, c'est-à-dire ils sont sortis des études, ils ont fait des tableaux Excel, ils savent. Et eux, ils sont intelligents, donc taisez-vous. Vous n'avez rien le droit de dire. Et ça, c'est le saboteur avec la demoiselle blanche, là, qui veut le bien. Celui qui veut nous faire croire qu'on est intelligent, c'est une des plus grosses forces de la tentation à l'œuvre en ce moment, parce que c'est que des débats de soi-disant scientifiques. Et donc cette intelligence, on l'appelle souvent connaissance, mais moi je connais. Donc d'où le thème de ces 3 jours, la connaissance. Est-ce que c'est une connaissance superficielle apprise, ou est-ce que c'est une vraie connaissance profonde, une intelligence du cœur, de l'âme, qui entend les choses et qui comprend ce qui se passe? Donc pour répondre à ton désir d'aller sur l'intérieur. En fait, si on le résume, et on l'explique beaucoup à l'extérieur dans le livre pour ramener les gens à l'intérieur, c'est un truc qui résonne en termes d'intelligence ou de bêtise. Pour pas dire connerie, hein, je dis bêtise, c'est plus pro. Mais c'est, est-ce que je suis intelligent ou est-ce que je suis bête dans ma tête? Là, c'est est-ce que je suis dans le bien ou est-ce que je suis dans le mal? Est-ce que je suis innocent ou coupable? En fait, c'est ça, la vraie truc, c'est est-ce que je suis innocent ou coupable? Et dans le ventre, c'est est-ce que je suis puissant ou impuissant? Est-ce que je suis capable de modifier les choses? Est-ce que je suis capable ou incapable? Ça va? Donc ces 3 tentateurs-là nous font croire qu'il faut exister à l'intérieur de nous d'une certaine façon. Donc on en a un qui est plus fort que les autres. Il y a des gens qui vont être... donc on le travaille dans la voie de l'âme par l'énéagramme. Il y en a un qui nous fait croire aux intellectuels qu'il faut être intelligent, ceux qui sont dans l'émotionnel qu'il faut être innocent, et ceux qui sont dans l'instinctif qu'il faut être puissant. Mais le problème, vous avez entendu, c'est que c'est un binôme. Si je suis pas intelligent, je risque d'être bête. Si je suis pas innocent, je risque d'être coupable. Si je suis pas puissant, je risque d'être impuissant. Et c'est pas bien. Et là, on retombe dans le bien, le mal. Ça va, vous suivez? Et donc, il y a 3 façons en nous de se considérer être dans le bien ou dans le mal, ou dans le... Il parle plus. C'est les piles. D'être dans le bien ou dans le mal. Et en fait, ces 3-là sont des leurres. Ce sont des forces de la tentation qui sont, d'après les Chinois, d'après le taoïsme, qui sont à l'œuvre en nous et qui nous entraînent soit à être intelligent, toujours plus, à remettre plein dans la tête, soit à être dans la peur d'être un imbécile. Là, ça nous entraîne à être toujours plus innocent, toujours faire pour les autres, et pas s'occuper de soi, parce que je veux pas être coupable. Et dans le binôme, là, l'instinct de survie, là, celui qui nous dit qu'il faut être puissant, c'est où je suis puissant, je suis capable, ou je suis un incapable et je ne vaux rien. Donc à chaque fois, notre valeur existentielle qu'on s'auto-attribue
elle va être passée au filtre de ces 3 jugements, elle va nous entraîner dans des impasses. Ça va nous entraîner dans des impasses. Et c'est là où on veut en venir dans cette conférence, c'est que si vous voulez vraiment regarder qu'est-ce que c'est que le bien et le mal en vous, vous allez voir que vous allez être obligé d'aller les voir, ces 3-là, parce qu'il y en a un des 3 qui est actif et qui vous fait croire qu'il faut faire des stages pour apprendre des choses, qu'il faut travailler sur soi pour être bien, ou qu'il faut développer une puissance, une énergie, faire du kung-fu, du karaté, je sais pas, des arts martiaux, des trucs où vous êtes puissant. Ou alors il faut travailler beaucoup, toute votre vie. Et ça va nous emmener dans des impasses parce qu'en fin de vie, on va le payer. C'est-à-dire que ce qu'on croyait être le bien va se révéler être un mal. Le bleu. Oui, il y avait une question, non? Le micro? À l'autre, il arrive. Tu veux parler là? C'est bon? Elle veut plus parler. Alors, quand on rencontre ces 3 épreuves-là, ces 3 trucs-là, c'est bon signe. On va passer à la partie positive de la conférence. C'est bon signe. Pourquoi c'est bon signe? C'est parce que ça veut dire que votre conscience, elle est prête à affronter le gardien du seuil. Nous, on le présente comme un gardien du seuil. Si ce que je vous dis là, vous l'avez compris, eh bien, ça veut dire que vous êtes OK, que votre conscience intellectuelle et votre conscience, alors conscience intellectuelle, conscience morale, conscience physique, est prête à affronter le gardien et lui dire non. Non. Alors, affronter, si on affronte, on part en guerre et donc on va renforcer l'ennemi. Faites attention aux mots que vous employez parce que affronter, ça veut dire donner de l'énergie à l'autre. Je vais combattre l'autre, donc je vais faire comme un corps à corps, et donc je vais nourrir l'autre. Donc là, on ne doit jamais affronter l'autre. C'est dire non. Hein. Ce que tu dis, c'est important. C'est par exemple, le yoga, une technique un peu d'ascèse, très spirituelle de l'Inde, où on maîtrise les pulsions du corps. C'est bien ou c'est mal? Est-ce qu'on doit maîtriser les pulsions du corps ou les diriger, les gérer? C'est peut-être plus facile de les gérer, de les digérer, que de les réprimer. La répression, c'est pas bon. En fait, c'est être conscient de ces énergies pour pouvoir les orienter dans une certaine direction pour que cette énergie nous serve à quelque chose, surtout au niveau de notre corps, notre bien-être et au niveau de notre âme pour qu'on se réalise. Alors le nom, c'est intéressant. Moi, je fais un stage qui s'appelle Rose Jolie Sorcière. C'est vrai. Et moi, le nom du Père. Alors le nom, c'est un jeu de mots, hein, on dit tiens, il est N-O-M ou N-O-N, c'est un jeu de mots de psychologue. Le nom du Père, c'est d'être capable de dire non aux forces de la tentation. Dans la prière, le nom de notre Père fait que nous ne soyons pas soumis à la tentation. Ça va? Et ça veut dire donne-nous le pouvoir de dire non aux forces de la tentation. Le verbe non, c'est les gamins, vous savez, ils sont au caddie, là, accrochés au caddie. Maman, achète-moi des chewing-gums. Papa, achète-moi des chewing-gums. Non. Est-ce que vous êtes capable de dire non aux forces de la tentation? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je vous prends l'exemple du supermarché parce que tous les parents l'ont connu. Hein. En fait, ça, c'est une vraie épreuve du passer du non au oui et du oui au non. Et dire non à ce qui n'est pas nous, qui n'est pas en lien avec nos envies personnelles. Dire non, oser s'affirmer, oser dire à l'autre non, j'ai pas envie, et dire oui à soi. Et c'est vraiment tout le chemin que vous devez faire pour être en paix, pour accéder à autre chose qu'une guerre des sexes, qu'une guerre de couple, une guerre de ce qu'on voit à l'extérieur. En fait, ce qu'on voit dehors, c'est un peu en nous. Et malheureusement, tant qu'on change pas dedans, ça changera pas dehors. Donc dire non, alors pas, quand je dis non aux forces de la tentation, je parle plus des cigarettes et des bières, ça va, parce que moi j'aime la bière. Je parle des non à la tentation d'être intelligent, non à la tentation d'être innocent, et non à la tentation d'être puissant. C'est clair? Si vous n'avez pas tout compris, vous allez acheter le livre, je vous fais une dédicace. Oui, parce que dans le livre, c'est bien plus expliqué que ça. Là, on est en conférence. Donc ça, c'est l'épreuve qui nous attend actuellement parce que on le voit depuis les années 20, depuis l'épisode du Covid et ce qui est en train de se passer maintenant. C'est plus le Covid, c'est autre chose. On voit que ces tentations-là, qu'il n'y a que ceux qui savent qui ont le droit de parler, qu'il n'y a que ceux qui font le bien,
qu'on leur a dit de faire. Il n'y a que eux qui ont le droit d'exister. Eux, ils ont un pass. Ils peuvent passer, les autres passent pas. Et il n'y a que ceux qui sont puissants, ceux qui ont un titre de président, de je sais pas quoi, qui ont le droit de parler. Ça, c'est notre société actuelle. Et on voit bien qu'elle va pas. On voit bien qu'elle va pas. Et donc, on doit inverser, faire le retournement et le voir à l'intérieur et en disant, mais qu'est-ce qui en moi me fait croire qu'il faut être intelligent, avoir un diplôme? Qu'est-ce qui me fait croire que je dois avoir un pass, un laissez-passer qui dit que je suis bien? Et qu'est-ce qui me fait croire que je dois avoir une identité du style, je suis cadre supérieur, je suis président pour avoir le droit de parler? En fait, là, tout ce que tu viens de dire, c'est comme si on s'identifiait à une étiquette, à un personnage qui n'est pas du tout notre réalité intérieure. Notre réalité, je dis le mot, sacrée. C'est comme si on avait oublié ce qui est en nous et qu'on s'est habillé de tous ces il faut, on doit, de tous ces personnages et on n'arrive plus à en sortir pour exister vraiment, réellement et totalement. Et tant qu'on est dans ces personnages-là, on va pas pouvoir trouver la vie, notre vie, et être en paix, en fait. Oui. Et alors, il y a juste pour conclure, parce qu'on voudrait faire un exemple, c'est compliqué en ce moment, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence, parce que sur la connaissance du bien et du mal, c'est fondamental. C'est compliqué en ce moment parce que nous sommes prêts individuellement. Vous êtes prêts dans cette salle individuellement. On va pas parler des autres, hein. Ceux qui regardent la vidéo, ils sont prêts. On est prêts individuellement à affronter nos gardiens du seuil personnel. Et on peut les décliner, là je les décliné en 3. On pourrait les décliner dans les 9 énéatypes ou dans les 8 milliards d'individus, c'est pareil. Parce que on va retrouver les mêmes choses à la source. Donc on est prêt. Sauf que notre société elle-même est en train d'affronter ses propres gardiens du seuil collectifs. Et là, ça pose un problème. C'est parce que là, on est tous dans le même bateau. Et c'est pas nous qui avons les rênes du bateau, apparemment. C'est pas nous qui disons, on va faire une guerre mondiale. On n'a pas envie, nous, hein. Mais il y en a qui le disent. C'est pas nous qui avons envie de dire c'est mieux d'acheter une voiture électrique même si on sait pas recycler les batteries, mais c'est eux qui le font. Et vous comprenez bien que notre seul pouvoir qu'on a, nous, c'est un pouvoir de le pouvoir d'achat, on dit ça, hein, c'est notre pouvoir de consommateur. Est-ce qu'on consomme ça ou pas dans le collectif? Et évidemment, on est bien obligé de faire des choix en notre âme et conscience. Si on voit les démons à l'intérieur, là, les forces de la tentation à l'intérieur, on les voit dehors, on leur dit non, c'est tout. Et donc on arrête d'alimenter les choses à l'extérieur qu'on n'est pas obligé d'alimenter. Ça, c'est un choix de conscience. On doit le faire à l'intérieur, mais on doit aussi le faire dehors. On est obligé en ce moment, hein. Et on ne pourra pas attendre et continuer d'attendre que les choses changent d'en haut. Vous voyez bien que ça ne change pas d'en haut. Vous voyez bien que ça ne sert à rien d'attendre que ça vienne d'en haut. Ça ne vient pas d'en haut. D'en haut, c'est le gouvernemental. Donc, gouvernementeur, ça ne viendra pas d'en haut. Et donc, ça viendra d'ailleurs. Et ailleurs, c'est des forums, et pas que. Individuellement, vous n'avez qu'une seule solution. En fait, c'est avancer sur votre chemin de plaisir. Si vous ne vous faites pas plaisir, c'est que vous êtes pris dans la tête par le vieux bleu qui vous interdit, par des choses comme ça. Vous devez retrouver le chemin du plaisir dans le corps, de la joie au niveau de l'âme. Quand vous êtes en joie, quand vous riez, quand vous dansez, comme un enfant innocent. En fait, on devrait retrouver l'innocence de notre âme, le plaisir d'être ensemble, de se retrouver, de se sourire. Vous voyez, pendant 3 jours, il y a eu tellement de sourires et de rencontres. Là, si on ne nourrit pas ça, on est happé par autre chose. Donc, ou on est happé, ou on décide de se dire bonjour, de sourire, de se serrer dans les bras, de retrouver sa joie, de créer. Vous voyez, physiquement, on doit créer des choses qui nous plaisent. On doit créer un bon plat pour son mari ou pour les amis. Vous voyez, retrouver ce lien qui nourrit. C'est pas compliqué. Dès qu'on est là-dedans, dans la joie, c'est comme si on mettait la lumière dans une cave qui est sombre. En fait, une petite bougie fait disparaître l'ombre. Oui. Si vous êtes dans la joie, dans le plaisir, vous allez voir le reste, on l'oublie. Ici, pendant 3 jours, pour moi, j'ai vécu 3 jours dans une bulle de vie. C'était autre chose que ce qui se passe à l'extérieur et j'ai envie de le ramener pour que partout, là où on vit, mais ailleurs, que les gens puissent être nourris par ça, vous comprenez ?
et faites-le pareil. N'oubliez pas que vous avez vécu ça, que on est en lien, que mettez de la musique, dansez, faites comme vous voulez pourvu que vous soyez en joie. Là, ça va arriver. Et je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de nourrir. On dit le bien, mais c'est pas le bien ni contre le mal, puisque c'est deux énergies qui sont là pour nous réveiller. Nourrissez votre âme au milieu, c'est la voie du juste milieu, pour que vous retrouviez votre innocence d'âme, votre joie de créer et d'être bien ensemble. Ce que j'adore, c'est que, en fait, si vous regardez bien, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, si vous le regardez franchement, hein, sans animosité, vous allez voir que être intelligent, ça vous prend de l'énergie. Être innocent, ça vous prend de l'énergie. Être puissant, ça vous prend de l'énergie. Et cette énergie, comme dit Rose, si vous la mettiez au service de tiens, on va se faire plaisir. J'oublie la conférence. Gilles, il est bien sympa avec ses trucs, mais moi, je vais me faire plaisir. Il y a un concert, on va danser. Ça, c'est le pied. Et vous n'avez pas à lutter contre une force de la tentation. Vous avez juste à lâcher votre corps, à lâcher votre tête, à lâcher votre affect. Et vous allez vous faire plaisir. C'est pour ça qu'il y a une conférence qui se termine par un concert. C'est parce que nous, on veut que vous repartiez positif, pas avec une prise de tête. Hein. Est-ce que vous savez que les amoureux ne sont jamais malades, ne sont pas malades, parce qu'ils sont dans l'âme, dans l'amour, dans le lien. Ils ont retrouvé le un. Le un, c'est un homme, une femme, c'est une polarité yin-yang qui se marie pour recréer du nouveau. Et quand on est amoureux, quand on aime, en fait, c'est l'amour, en fait, c'est un grand mot, mais c'est la voie de la guérison. Et l'amour, pas l'amour, je t'aime, et puis je t'aime, Gilles, évidemment, mais c'est l'amour du lien. Quand on refait le lien, en fait, il n'y a plus de séparateurs, il n'y a plus de tous ces films qui viennent dans la tête et dont on a peur, en fait. L'amour, c'est le lien qu'on retrouve avec soi. Déjà, on peut s'aimer comme on est, et puis avec les autres. Et quelle que soit la connaissance qu'on a dans la tête, eh bien, ça passe loin derrière. On est juste en lien, et puis on a envie de s'embrasser, de s'aimer. Ça va pour vous? Vous voyez le chemin? Et donc sortez des films que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont là depuis votre naissance, parce qu'on est obligé de vivre dans la société pour en fait en faire quelque chose. Ça s'appelle la résilience. Le bien et le mal. Faites-en quelque chose pour vous, une énergie qui va vous aider à exister tel que vous êtes. On me dit qu'il reste pas beaucoup de temps. Oui. Est-ce qu'on se fait vite un exemple ou Ça va peut-être être court, hein. Ouais. Je ne sais pas si on fait un dommage. exemple, parce que un exemple, ouais, un exemple. Bon, alors, rapidement, quelqu'un rapide et efficace. Alors, Rose, elle prend les baguettes, elle désigne quelqu'un. Mais quelqu'un qui est dans le bien, ça ira plus vite que quelqu'un qui est dans le mal. Allez. Gilles, dans le mal. Allez, c'est parti. On essaye parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de questions. Si vous voulez poser des questions, on sera sur le stand pour les dédicaces et ça sera plus simple peut-être. Alors, ça va chercher quelqu'un. Voilà, monsieur. C'est comment ton prénom? Marc, allez, viens vite. Parce que là, on a impatience de savoir quel est ton cas. Alors, une précision. Si ça désigne quelqu'un d'entre vous, en fait, ça va être un exemple qui va vous parler à tous. C'est comme ça, toujours. Nos âmes étant reliées, ça va parler de vous aussi en même temps. Tiens, Marc, prends un micro. Ça va? Oui, oui. Bon, allez. Est-ce que tu as un problème? Comme ça, vu... Non. Non, on regarde aux baguettes s'il y a un symbole pour toi, alors oui. Ça ira plus vite. Hein. Ok. Bon, parce que des fois, les gens, ils savent pas quel problème ils ont, mais les baguettes, elles vont savoir tout de suite. Ouais. Allez, je demande à voir pour Marc. Alors, les baguettes font quoi? On regarde le symbole. Ça positionne Rose sur ton côté droit, comme s'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui. Est-ce que c'est un homme? Non, c'est pas un homme. Une femme. Ta mère, elle s'appelle comment? Yolande. Yolande. Alors, on va demander où est Yolande, puis c'est la première femme. Attends, je fais les commentaires. Parce que, on demande où est Yolande, c'est la première femme que tu as connue dans ta vie, je crois. Alors, Oui. vous voyez, les baguettes, ils vont. Alors, les baguettes vont vers le bras droit et ça refait le même positionnement. Donc, c'est comme si... Tiens, on va tourne-toi vers le public. Et c'est comme si, donc, ta mère était sur ton côté droit. Alors, lorsqu'il y a un positionnement de constellation symbolique, c'est comme si... c'est comme si quoi?
Mais pourquoi elle est là, ta mère? Pourquoi elle serait là à côté de toi? Je sais Parle pas, dans le micro. elle devrait être derrière, un petit peu derrière. Elle devrait être derrière, peut-être, ouais. Dans le passé. C'est ça que Ouais. tu veux dire? Enfin, un peu décalé sur le côté, je pense. Ouais. Mm. Il a déjà fait des constellations, là. Je le sens. C'est un pro des constellations. Vous voyez, ça va aller vite. Et alors, pourquoi elle serait sur ton côté? Alors, regarde, on analyse symboliquement. Ça, c'est ton épaule droite. Mhm. Et là, c'est l'épaule gauche de ta mère. Ça dit quoi? On parle de épauler quelqu'un. Hein? Être épaulé. L'épaule. Les polarités. Ça va? Mhm. Est-ce que ça te parle d'épauler ta mère? Disons qu'elle est âgée, donc c'est normal que je l'épaule. Ah. Oh, on sent la première force de la tentation qui arrive. Ma mère est âgée, c'est normal que je l'épaule. Ah, d'accord. Bon. Qui dit ça? Qui dit ça? Est-ce que c'est Marc ou est-ce que c'est une force de la tentation en Marc? Parce qu'il est gentil. Parce qu'il est gentil s'il épaule sa mère. C'est vrai, hein? Bah oui. Bravo, Marc. Ouais. Marc, t'es gentil, t'auras le paradis. Alors, je téléphone tout de suite à Saint-Pierre, je lui dis de préparer la médaille posthume, à titre posthume, hein, Oui. parce que c'est après, c'est au paradis que tu l'auras. Mm. On rigole, regardez comment on fait. On voit la force de la tentation, on rigole. Pourquoi? Parce que si on la prend en sérieux, on est foutu, parce que Marc, il va dire, mais il faut bien, vous êtes bien d'accord que c'est logique que les enfants, ils soutiennent un peu leurs parents. Un peu. Beaucoup. Passionnément, à la folie. C'est là, c'est une histoire de doigté et de limite. Hein. Sauf que là, quand ça présente la mère sur le côté, il l'épaule, sauf que, quand Marc répond, il y a de la culpabilité. Vous l'avez entendu? Un petit truc là. Et donc, il est gentil, il faut bien. Vous voyez, c'est pas, il faut pas aider sa mère. C'est que quand il y a besoin, on aide, que ce soit la mère ou l'autre. Mais il y a une culpabilité, une obligation d'eux, comme si je me sentais pas libre d'eux. Donc, on va vous dévoiler pour Marc et pour vous tous le grand secret à la fin de la conférence, c'est que ce n'est pas d'aider sa mère ou de l'épauler ou de ne pas l'épauler qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous faites. C'est l'intention, là, derrière la tête. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? C'est sorti, il faut bien l'aider quand même. Ça, c'est pas une bonne intention. Tu m'aurais dit, c'est mon rôle d'adulte, je suis quelqu'un de responsable, je fais ce qu'il y a à faire. Ok, il n'y a pas de bien et de mal. D'accord. Alors qu'il faut aider. Et donc, gentil méchant, là. Ouais, il faut aider, il y a gentil méchant. Donc l'intention, elle est sur les forces qui font bien mal. Et donc ça va faire une dualité. Donc tu vas être gentil, mais tu vas le payer par le mal. Oui, parce que si tu es gentil, tu vas créer le mal. C'est pénible, ce truc. Oh là là, c'est pénible, ce truc. Créer le mal, ça pourrait être très bien que il est gentil et donc la mère va dire oui, mais tu me manques, viens plus souvent. Et lui, il va s'épuiser à force de venir trop souvent. Vous connaissez ça. Mais oui. Mais c'est parce que nous créons ça. Notre culpabilité, notre petite voix derrière qui dit il faut être gentil alors qu'on y va reculons. Bon, il faut que j'y retourne. Hein. Alors, c'est pour ça, parce que c'est très très subtil. On est dans des niveaux de conscience un peu élevés maintenant, et on doit regarder le pouvoir de l'intention. Parce qu'on fait des vidéos avec Rose depuis le début de l'année sur le pouvoir de l'intention. Pourquoi? Parce que c'est l'intention, en énergétique chinoise, c'est l'intention qui dirige le chi, l'énergie. Donc il va faire créer yang, yin, manifester une réalité. La manifestation de la réalité part d'une intention. En physique quantique, ils vont dire c'est l'observateur qui participe à l'événement qu'il observe. C'est la même chose. Donc le problème, c'est ça. Est-ce que tu es capable de voir ton intention quand tu vas aider ta mère? Si c'est l'intention de l'aider, d'être le gentil fils, voilà, ça va te mettre dans la position presque de compagnon de ta mère à l'envers. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Alors que si c'est juste ton job d'adulte, sans sentiment, juste d'accompagnement normal, l'intention n'est pas du tout la même.
Et ce qui fait que s'il accompagne sa mère en tant qu'adulte, qui accompagne un autre adulte, en fait, sa mère change aussi, n'est plus la mère et la maman, elle devient une femme qui est en fin de vie, qui a besoin d'aide, et ça change totalement sa conscience aussi. Vous comprenez ça? Mais c'est à nous de changer. On n'est plus les petits-enfants, on a 40, 50, 60 ans, on n'est plus le petit-enfant de maman, on est devenu des adultes, et là, on peine à passer aussi, à dire, je suis un adulte, et je prends ma place, et j'accompagne l'autre. Alors Marc, je te propose un petit exercice juste pour voir si ça marche. On fait des expériences, on profite des cobayes, nous. La science progresse grâce à Marc. Merci. Alors Marc, ferme les yeux 2 secondes et essaye de te centrer dans cette énergie de « je suis un homme ». C'est où que tu sais que tu es un homme quand tu fermes les yeux? Pardon? Non, mais c'est une question très très sérieuse. Quand vous fermez les yeux, il n'y a rien à l'intérieur de vous qui vous dit ni votre âge, ni votre forme, ni votre sexe, ni rien. Il n'y a pas d'espace-temps dedans. Donc mets les mains à un endroit qui te dirait que tu serais un homme, par exemple. Non, on s'en fout, riez pas, c'est sérieux. Hein. Ah bon? Bon, là, par exemple, oui, ça te dit que... Bah oui, parce qu'on se différencie. Adam et Ève, ils ont trouvé que ça pour se différencier. Bon. Donc effectivement, là, tu es un homme. Et tu le sens, là, sans mettre les mains, tu peux le sentir? Si, mais si, c'est un exercice. Faites-le. Oui, les femmes, c'est pareil. Vous avez une sensation corporelle. Essaye de la sentir. Ferme les yeux, puis mets-toi dedans. Et appuie bien tes pieds par terre. Et les hommes, ils ont des muscles, une masse musculaire qui est plus forte que les femmes. Donc, ils peuvent sentir une présence musculaire. Je t'invite à sentir ça. Tu vois? Oui. Ok, tu y es? Oui. Alors, on va demander à Rose de reprendre les baguettes et de voir où est la mère maintenant. Quand il se met dans la sensation corporelle comme ça, de sa présence corporelle d'homme, où se trouve la mère? Yolande? Oui, oui. Regarde, tu peux regarder, Marc. Ça repositionne ta mère dans ton dos, mais un peu loin. T'as pas mis de la distance dans ton intention, là? Est-ce que tu aurais mis de la distance, de prendre de la distance, du coup? J'ai pas l'impression, non. Faut pas que tu mettes de la distance. C'est pas parce que t'es un homme que ta mère doit être loin. Hein. Elle peut rester présente. Hein. Tout à fait. Allez, refais. Deuxième exercice. Tu mets ta sensation physique et tu mets la présence de ta mère là où elle doit être, c'est-à-dire dans ton dos. Elle est en toi, hein, par son ovule, son énergie, elle est dans toutes les cellules de ton corps. Voilà, c'est ça. Dans la présence de ton corps physique, il y a ta mère et ton père. Mets ça. Donc Rose revérifie. Ok, ça recale la mère sur le rein. Je touche. En fait, ça met ta mère dans ton rein gauche, là. Et elle peut t'alimenter. La mère, en fait, ça prend sa place, elle prend sa place directement dans le rein gauche. Et ça peut t'alimenter, ça veut dire que, regarde bien, toi, tu es un homme alimenté par ta lignée, par ta mère, ça fait rien. Par ta lignée, par ta mère. Et toi, au lieu de vouloir sauver ta mère en tant que petit garçon, fais un pas en avant. Et bien, ta mère aussi avance. Sa conscience change. Plus toi, tu avances dans ta vie, plus tu te réalises, plus dans ta lignée, si tu es bien aligné en tant qu'adulte, bien à ta place, ça nourrit tes ancêtres et ça les fait aussi évoluer en conscience. Ça, c'est fabuleux. Quand vous avez pris conscience de ça, vous arrêtez de jouer au petit enfant et vous prenez votre place pour que vos ancêtres changent et que vos enfants aussi changent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On regarde si ça suffit, ça va te ramener à ta place. S'il y a autre chose, ça le montre. Ouais, c'est ok. Ça ouvre les auras, tu vois, c'est nickel. En fait, c'est une histoire de posture interne. T'as compris? C'est bon. Ouais. Ben oui, enfin, bien sûr que t'as compris, puisqu'on l'a vérifié. Oui. Ça marche. Mais c'est un enseignement pour vous tous, c'est-à-dire que et moi, je suis surpris. Hein. Alors Rose et moi, je vous préviens, on n'a pas prémédité ça. Hein. Vous le savez, ceux qui nous connaissent, on est sans filet. Ça désigne quelqu'un, ça désigne un symbole, et on doit se débrouiller avec. C'est ça la médecine symbolique, c'est que l'invisible nous parle, mais c'est sans filet, on ne sait pas avant. C'est-à-dire que nous, le saboteur de être intelligent, on l'a laissé tomber. On veut pas faire le bien de Marc, on s'en fout de Marc, on le connaît pas, donc on veut pas être dans le bien.
On n'a pas à démontrer qu'on est puissant parce que je vois pas qui je suis, moi Gilles, pour changer sa vie. Donc on a les 3 saboteurs, on les vire nous. Et du coup, la vie peut parler. Et on se place au niveau de l'âme ou de la conscience. Moi, j'aime bien parler de l'âme, c'est un peu mon dada. Hein. Vous, je sais pas, mais moi, ça me plaît. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de jugement et on peut juste accompagner les personnes et c'est joyeux. En fait, moi, j'aime bien ça, ce positionnement qui est pas du tout mon positionnement d'origine, qui était beaucoup dans le mental. Trouver la paix au niveau de l'âme et puis accepter les autres tels qu'ils sont, de les juger. Qu'est-ce que ça me fait du bien maintenant? Donc, voilà, merci Marc et puis merci à vous. Ouais, merci à vous. Et surtout, là, regardez bien cette leçon qui est quand même belle, je la répète, hein, parce que si vous êtes dans votre présence physique, dans votre corps physique, mais avec l'intention que vos parents sont en vous, et derrière vos parents, il y a les grands-parents, donc tout est en vous, comme disait Hubert Reeves, on est des poussières d'étoiles, hein, il y a tout l'univers qui est en nous. Mais qui sommes-nous pour ne pas être ça? Ça pose la question. Ouais. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup.